Bonjour à tous. En 2019, l'Agence de la santé publique du Canada publie des chiffres préoccupants. En moyenne, un adulte sur 4 ne dort pas suffisamment. Un cinquième d'entre eux affirme avoir un sommeil qui n'est pas réparateur, alors que la moitié affirme avoir de la difficulté à s'endormir ou à rester endormi. Cela comporte un risque pour leur santé physique et mentale. Pour y remédier, il faut d'abord en apprendre davantage sur le sommeil. Notre équipe se nomme La Sieste et aujourd'hui, nous tenterons de démystifier ce sujet sous un angle scientifique. Pour cela, il faudra aborder quelques concepts clés, comme les cycles circadiens ou les phases du sommeil. Il faudra aussi se poser quelques questions. À quoi ça sert de dormir? Que se passe-t-il si on ne dort pas? Quels sont les troubles du sommeil et que faire si on a de la difficulté à s'endormir le soir? Aux mêmes heures à tous les jours, on se sent plus fatigué et à d'autres moments beaucoup plus énergique. Eh bien, c'est l'horloge interne de notre cerveau qui se situe à l'arrière de la tête, dans l'hypothalamus, qui indique la mesure du temps à notre organisme. Et cette horloge respecte un rythme qui se nomme le rythme circadien. Le rythme circadien se définit ainsi. Tous les changements biologiques et psychologiques suivant une période de 24 heures. En d'autres mots, on peut dire plus simplement que le rythme circadien est le cycle d'alternance entre l'éveil et le sommeil durant une journée. Notre rythme circadien régule les moments de la journée durant lesquels nous nous sentons alertes ou encore endormis. Il se synchronise avec le cycle de luminosité et d'obscurité de la Terre, donc avec le mouvement du Soleil. La lumière du jour traverse nos cellules rétiniennes, des cellules qu'on retrouve au niveau des yeux. L'information de clarté est transmise par notre nerf optique jusqu'à l'hypothalamus. C'est en réponse à l'absence de lumière que notre cerveau, ou plus précisément que notre glande pinéale, libère dans le sang la mélatonine, qu'on nomme aussi l'hormone du sommeil. La mélatonine a pour but d'informer notre organisme sur la position de l'alternance jour-nuit afin qu'il se synchronise avec l'environnement. La sécrétion de cette hormone a une influence sur plusieurs fonctions corporelles, comme la digestion ou encore l'activité neurologique, de manière à ralentir notre métabolisme afin de faciliter le passage au sommeil. C'est ce qui explique pourquoi, la nuit, lorsqu'il fait sombre, on a envie de dormir et pourquoi, le jour, on est bien éveillé. Il est maintenant possible de mieux comprendre pourquoi le travail de nuit peut engendrer des effets négatifs. Eh bien, c'est parce que le travail de nuit perturbe le rythme circadien. Les travailleurs de nuit sont actifs pendant des moments de la journée où la sécrétion de la mélatonine est à son maximum. Cela peut grandement diminuer leur performance et leur concentration et peut par le fait même augmenter les risques d'accidents de la route et d'accidents au travail. De plus, certains facteurs extérieurs peuvent venir nuire à notre tendance à s'endormir. Parmi ces facteurs, nous pouvons retrouver notamment la nicotine, la caféine ainsi que la lumière bleue générée par les appareils électroniques. En ce qui concerne la caféine, la substance psychoactive que contient le café, celle-ci empêche l'adénosine, un neurotransmetteur ayant des capacités similaires à la mélatonine, de se fixer sur certains neurones sains. Cela a donc pour effet d'augmenter votre niveau de vigilance et ainsi de considérablement diminuer votre envie de dormir. Ainsi, la caféine agit comme un inhibiteur en réduisant l'activité corticale ainsi que la somnolence. La lumière bleue agit également comme un inhibiteur, tout comme la caféine, mais celle-ci tend davantage à diminuer la sécrétion de mélatonine plutôt que celle de l'adénosine. Observons maintenant ce qui se passe dans notre corps une fois endormi. Le sommeil ne met pas notre organisme sur pause, celui-ci continue à effectuer diverses tâches essentielles à notre bon fonctionnement. Le sommeil n'est pas un état uniforme. En fait, on peut identifier certaines phases dans lesquelles se retrouve notre corps de façon cyclique durant la nuit, les phases du sommeil. Pour les analyser, on peut étudier les ondes électriques produites par notre cerveau. Justement, ce qui permet d'observer les ondes produites par le cerveau d'un individu, qu'il soit éveillé ou non, est un électroencéphalogramme, aussi appelé EEG. Cette machine utilise des électrodes branchées sur la tête d'un patient pour capter les courants électriques. Par la suite, elle produit un tracé de l'onde sur lequel il est possible de distinguer la fréquence et l'amplitude de l'onde en question. En observant le cerveau de plusieurs individus, il fut possible de distinguer 4 grandes catégories. Les ondes alpha, les ondes bêta, les ondes θ et les ondes delta. Chacune d'entre elles a une fréquence et une amplitude particulières qui permet de la distinguer des autres. Je vais vous expliquer plus précisément chaque type d'onde cérébrale. Tout d'abord, comme j'ai mentionné, il existe 4 grandes catégories.
Premièrement, les ondes alpha ont une fréquence entre 8 et 12 Hz. Elles sont assez rythmiques, régulières, de faible amplitude et synchrones. Ensuite, les ondes bêta ont une fréquence entre 13 et 50 Hz. Pour leur part, elles sont plutôt rythmiques. Elles sont plus irrégulières que les ondes alpha, mais elles ont une fréquence plus élevée. Ensuite, les ondes θ ont une fréquence entre 4 et 7 Hz et elles sont plus irrégulières. Et finalement, les ondes delta ont une fréquence de 4 Hz ou moins et elles ont une forte amplitude, comme vous voyez sur l'image. Tout d'abord, nous avons l'éveil et le sommeil. Ensuite, le sommeil se divise en deux grandes catégories, le sommeil lent et le sommeil paradoxal. Ensuite, le sommeil lent se divise en 4 stades, les 2 premiers stades pour le sommeil léger et les 2 autres pour le sommeil profond. Aussi, dans une nuit, nous avons généralement 5 cycles de sommeil et chaque cycle comporte toutes ses phases. Voyons cela plus en détail avec Vincent. Commençons par analyser les ondes du cerveau durant l'éveil. Il s'agit principalement d'ondes bêta. Lorsqu'une personne ferme les yeux et commence à se détendre, son cerveau produit des ondes alpha qui sont plus lentes que les ondes bêta. Avant de s'endormir, notre corps passe par un état intermédiaire qui se nomme état hypnagogique. Analysons maintenant chaque phase du sommeil dans l'ordre de leur apparition. La première est le sommeil lent léger. Cet état dure entre 30 et 45 minutes et compose 45 à 55% de notre nuit. On peut le séparer en 2 stades, les stades 1 et 2. Le stade 1 est uniforme et composé d'ondes θ. Le stade 2, lui, est plus complexe. Il se compose d'ondes θ séparées de courtes périodes, d'1 à 2 secondes, durant lesquelles la fréquence des ondes augmente aux alentours de 8 à 12 Hz. On remarque aussi la présence de certaines oscillations ayant une amplitude plus élevée que les autres, les complexes K. Une fois le sommeil lent léger terminé, on entre dans le sommeil lent profond. Cette phase dure environ 1 heure et elle occupe 15 à 20% de la durée totale de notre nuit. Tout comme la phase précédente, elle se compose de 2 stades, les stades 3 et 4. Durant le stade 3, on observe une majorité d'ondes θ. À mesure que le temps passe, celles-ci laissent progressivement place à des ondes delta. Durant le stade 4, qui dure environ 30 minutes, ces dernières sont majoritaires. Le sommeil léger et le sommeil profond composent le sommeil lent. Tout au long de cette phase, le tonus musculaire se relâche et la pression sanguine, la fréquence cardiaque et respiratoire, le métabolisme et la température corporelle diminuent. C'est à la fin du sommeil lent, dans la phase 4, que les fonctions vitales du corps sont le plus ralenties. Le sommeil paradoxal, lui, représente 20 à 25% de la nuit de sommeil. Au début, il va durer entre 10 et 15 minutes et vers la fin de la nuit de sommeil, il va durer entre 30 et 50 minutes. C'est durant ce sommeil que nous allons rêver et où nos fonctions vitales vont augmenter. Par exemple, l'augmentation de la fréquence cardiaque, ce qui va venir faciliter notre réveil. Aussi, le EEG du sommeil paradoxal ressemble beaucoup au stade 1 et à l'éveil détendu, c'est-à-dire que nous allons retrouver les ondes θ et les ondes alpha. Une fois que notre corps a traversé les phases de sommeil lent et de sommeil paradoxal, on dit qu'il a accompli un cycle de sommeil. Durant la nuit, nous complétons environ 5 cycles. Dans les premiers cycles, il y a plus de sommeil lent et ils sont donc plus reposants. Au contraire, dans les derniers cycles, c'est le sommeil paradoxal qui prend le plus de place. Pour répondre aux besoins de notre organisme, les phases du sommeil n'ont pas toutes les mêmes caractéristiques. Mais quels sont ces besoins? Pourquoi est-ce important de dormir? Bien que l'on passe environ le tiers de notre vie à dormir, nous ne connaissons pas la véritable raison pour laquelle on dort. Le fait d'affirmer que nous dormons parce que nous sommes fatigués constituerait une faute de raisonnement en soi, puisque la fatigue est le signal nous incitant à dormir. À titre de comparaison, la faim constituerait également un signal, mais lui en ce qui concerne l'alimentation. Or, nous sommes en mesure d'expliquer pourquoi l'on mange. Nous avons besoin des nutriments que contiennent les aliments afin de mener au bon fonctionnement de notre corps. Le sommeil, lui, au contraire, constitue un mystère scientifique. Même si nous ne connaissons pas la véritable raison pour laquelle on dort, on sait qu'une bonne nuit de sommeil est nécessaire et indispensable afin d'être en santé. On sait également ce qui se produirait si on ne dort pas assez. Durant une bonne nuit de sommeil, notre corps et notre cœur se reposent. La température de notre corps diminue, ce qui permet à notre métabolisme de se calmer. Les battements de notre cœur ralentissent, notre respiration est plus lente et notre pression artérielle diminue elle aussi. Notre organisme peut alors reprendre ses forces. Bien que notre métabolisme soit au ralenti, il n'est pas inactif pour autant. C'est durant une bonne nuit de sommeil que notre corps fabrique des hormones comme l'hormone de croissance qui est essentielle pour permettre aux enfants de grandir, mais qui permet aussi aux muscles et aux os des adultes de se développer. C'est aussi pendant notre sommeil que notre corps répare et régénère nos tissus
en se débarrassant des cellules mortes ou abîmées afin de les remplacer par de nouvelles cellules. Nos blessures peuvent alors mieux cicatriser et les cellules de notre peau peuvent se renouveler. De son côté, notre cerveau ne cesse jamais de travailler durant notre sommeil. Il en profite pour assimiler toutes les informations apprises durant la journée et il emmagasine ces nouvelles connaissances, mais aussi les souvenirs, dans notre mémoire à long terme. Une bonne nuit de sommeil est donc essentielle non seulement pour renforcer notre mémoire, mais aussi pour favoriser l'apprentissage. Il ne faut surtout pas oublier de mentionner qu'un sommeil efficace permet à l'hormone responsable du stress, le cortisol, de s'atténuer. En revanche, quelqu'un qui néglige son sommeil s'expose à de très graves conséquences. À court terme, cela affecte votre apparence physique, vos capacités cognitives et même votre système immunitaire. Si vous maintenez de mauvaises habitudes de sommeil sur le long terme, vous augmentez considérablement les risques. Vous devenez alors jusqu'à 4 fois plus à risque de développer un AVC. Vous augmentez également les chances de développer certains cancers, certaines maladies cardiaques et même du diabète. Une étude de sleep réalisée en vertu de la Sleep Research Society a démontré que des individus qui dormaient moins de 6 heures par nuit présentaient un taux de mortalité significativement plus élevé, et ce, même après avoir corrigé certains paramètres concernant l'hypertension, le diabète et d'autres facteurs pouvant nuire aux données. Avec la photo qui apparaît à l'écran, nous pouvons constater l'impact du manque de sommeil sur le plan physique. Plusieurs troubles peuvent influencer la qualité de notre sommeil. Les spécialistes les divisent en 3 catégories, les dysomnies, les parasomnies et ceux liés à d'autres maladies. Analysons chaque type plus en détail. Premièrement, les dysomnies consistent à une altération de la quantité et de la qualité du sommeil. Dans cette catégorie, nous allons retrouver l'insomnie, l'hypersomnie, la narcolepsie, les troubles du rythme circadien et plusieurs autres. Deuxièmement, les parasomnies, eux, sont des troubles du sommeil associés à des réveils nocturnes, mais sans perturbation importante du sommeil ou altération de la vigilance au cours de la journée. Dans cette catégorie, nous allons retrouver le somnambulisme, les terreurs nocturnes et plusieurs autres. Un autre concept important à saisir est celui de dette du sommeil. Imaginez un bain qui se remplisse le jour et se vide la nuit. Si la nuit dure plus longtemps que le jour, le bain passe plus de temps à se vider qu'à se remplir. Si la nuit devenait plus courte que le jour, le bain n'aurait pas le temps de se vider complètement. À la longue, l'eau s'accumulerait et finirait par déborder du bain. Le concept derrière la dette de sommeil est le même. Si on ne dort pas suffisamment, on accumule du sommeil, ce qui est néfaste pour notre santé. Vous vous demandez sûrement comment pouvez-vous savoir si vous avez une dette de sommeil. Alors, je vais vous nommer quelques indicateurs. Tout d'abord, vous dormez moins de 6 heures. Vous ne vous sentez jamais reposé au lever. Vous êtes constamment en train de combattre le sommeil. Votre manque de sommeil affecte votre énergie, votre performance, votre humeur et vous rêvez de faire une sieste durant la journée. C'est peut-être un petit signe que vous avez une dette de sommeil. Alors, nous avons quelques petits trucs pour vous. Pour remédier à ce manque de sommeil, la sieste est bénéfique. En effet, elle améliore votre attention, votre vigilance et votre rendement au cours des heures subséquentes. Par contre, la durée optimale d'une sieste est entre 30 et 45 minutes, et ce, de préférence avant 16 heures. De plus, pratiquer un exercice cardiovasculaire de façon régulière permet d'approfondir le sommeil. Mais il faut l'éviter près des heures du coucher, car il va plutôt agir comme un effet stimulant. Voici d'autres conseils qui pourraient vous être très utiles pour avoir un meilleur sommeil. Allez au lit uniquement lorsque vous vous sentez somnolent. Il ne faut surtout pas forcer les choses car vous risquez de ne pas vous endormir et de vous sentir frustré. Si vous êtes dans votre lit et que vous êtes incapable de vous endormir, essayez de changer de pièce. Vous pourriez par exemple quitter votre chambre pour aller vous étendre sur le sofa pour lire un livre jusqu'à ce que vous sentiez le besoin de dormir. Mettez le réveil matin hors de vue. Car si vous vous réveillez durant la nuit et que vous apercevez l'heure, cela risque de vous stresser et de vous empêcher de vous rendormir. Il existe également certains trucs visant à améliorer l'hygiène du sommeil. Premièrement, il peut être intéressant d'oublier la consommation de stimulants de 4 à 6 heures avant de se coucher. Qu'est-ce que j'entends par stimulant? C'est tout ce qui est caféine, nicotine, etc. Il est également important d'éviter la consommation d'alcool, de manger un repas trop dur à digérer ou encore de s'exposer à de la lumière bleue juste avant d'aller au lit, ce qui pourrait nuire à la qualité du sommeil. Afin d'opter pour un sommeil de qualité supérieure, il est important de minimiser les bruits. Il peut également être intéressant d'opter pour une température d'environ 18 degrés Celsius. Implanter quelques-uns de ces conseils dans votre routine vous permettra d'augmenter la quantité et la qualité de votre sommeil. Tout comme l'activité physique, il a un impact direct sur votre santé.
ne le négligez pas. En conclusion, plusieurs aspects du sommeil ont été élaborés lors de cette vidéo, dont le rythme circadien qui explique notre tendance naturelle à ressentir de la fatigue au courant de la journée, les différentes phases de sommeil, les effets positifs du sommeil sachant que celui-ci constitue un mystère scientifique, les différentes maladies et certains trucs visant à améliorer notre qualité du sommeil. Il existe 3 états de conscience distincts, soit l'éveil actif, le sommeil lent et le sommeil paradoxal. Mais qu'en est-il du coma? Cette question sera peut-être résolue dans une future capsule. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura appris quelque chose. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire. Et d'ici là, portez-vous bien. L'équipe La Sieste vous dit à la prochaine.